Patronat syndicat André Bergeron annonce une concertation nationale sur l'aménagement du temps de travail. Fernand Legros en correctionnel, ou comment les faux tableaux peuvent être vrais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et oui, Jacques Mesrine s'est évadé, même si ici on n'aime pas trop les formules et le sensationnel. On est bien obligé de dire que l'ennemi public numéro 1 est depuis ce matin en liberté. Il en est à sa 3e évasion, tout aussi spectaculaire les unes que les autres. Et cette fois-ci, il est sorti de la prison de la Santé, en plein Paris, ce qui bien sûr est exceptionnel. Alors 2 détenus l'accompagnaient, l'un a été abattu, l'autre court toujours en son compagnie. Dans un instant, Raymond Tortora et son équipe vont vous raconter les circonstances de cette évasion hors du commun. Mais auparavant, laissez-moi vous dire que l'une des avocates de Maître Mesrine, qui est donc Maître Giletti, pardon, eh bien Maître Giletti a été mise il y a 2 heures en garde à vue. Maître Giletti avait rencontré Mesrine quelques minutes seulement avant son évasion spectaculaire. Et le truand était ressorti armé du parloir. Nous essaierons d'élucider ce point de l'enquête, mais tout de suite, le récit minute par minute. 9 h ce matin, Jacques Mesrine, François Besse, Carman Riff se promènent dans la cour de la prison. 9 h 30, Mesrine, qui vient d'être appelé au parloir pour rencontrer son avocate, Maître Giletti, sort quelques minutes après de cet entretien, armé de 3 pistolets et d'un pistolet mitrailleur dérobé à un gardien. Menace les surveillants, s'empare de leurs clés, ouvre les cellules de ses 2 comparses. Ils gagnent tous les 3 le mur d'enceinte de la prison, s'emparent d'une échelle et à l'aide d'une corde franchissent le mur. Des policiers chargés de la surveillance ouvrent le feu. Les fuyards ripostent. Rive, qui se trouve encore en haut du mur, est atteint d'une balle en plein cœur. Une voisine qui habite le 6e étage d'un immeuble voisin a vu le manège des 3 fuyards. Tous les jours, je peux voir les prisonniers qui travaillent sur le toit. J'habite le 6e étage en haut. Et puis, j'ai vu l'échelle. Puis je suis rentrée chez moi. En pente. L'échelle, elle était dedans, à l'intérieur de la prison? À l'intérieur, et puis ils ont été, du moment ils ont voulu mettre extérieur comme ça. Puis ils ont voulu une derrière l'autre, un derrière l'autre comme ça, qui grimpent. Qui peut savoir que ce sont des prisonniers? Selon les premières informations, il semblerait que les 3 évadés n'étaient pas attendus à l'extérieur de la prison par des complices. C'est au moment où Carman Riff, blessé en pleine poitrine, s'écrasait sur le trottoir, que Jacques Mesrine et son comparse obligeaient le conducteur d'une Renault 20 stationnée rue de la Santé à leur laisser le volant. Ils m'ont dit tu sors de là-dedans. Ils vous ont menacé? Ah bah ça c'est sûr, il y avait chacun un pétard. Est-ce qu'ils avaient l'air déterminés selon vous? Ah si, à un moment oui. À un dernier moment j'ai vu qu'ils étaient déterminés parce que j'ai dit oh, où c'est que tu te crois toi? Hein? Mais je savais pas que c'était des gangsters. J'ai dit où c'est que tu te crois toi? Où c'est que t'en es? Il me dit, sors de là tout de suite. Je dis, mais t'es complètement chavrac, toi, non? Ce qu'il y a eu, c'est que c'était des gangsters, j'ai filé la porte dans la gueule, et puis je m'attirais, quoi. Mais moi, je croyais que c'était des matons, ils étaient déguisés en matons. Alors, est-ce qu'ils avaient... ils se sont tirés avec ma j'ai dit, ça y est, je suis marrant. Est-ce qu'ils avaient l'uniforme complet de... Oui, absolument. Ouais. Absolument. Ils avaient la casquette, et puis ils avaient cette espèce de blouson, comme les matons. Il paraît que j'ai discuté avec le plus dangereux. On m'a dit qu'on voit que je reviens de loin. Le plus dangereux, comment il s'appelait? Mesrine. Mesrine, oui, c'est celui-là. Hein. Mais pas fallait faire d'un mec qui était vachement dangereux. Parmi les nombreux avocats de Jacques Mesrine, on parle d'une quinzaine. Une de ses avocates, Maître Martine Malembaum, avait rencontré Mesrine vendredi dernier. Je l'ai rencontré vendredi, je lui rends visite d'une façon régulière puisque je m'occupe de tous ses dossiers, ils sont nombreux. Nous avons parlé de ses affaires et du contenu des dossiers, comme nous le faisons à chaque parloir, notamment ce dernier vendredi, étant donné que sa fiancée doit passer le 10 mai devant une chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Nous avons parlé plus particulièrement de ce dossier, nous avons mis au point le système de défense de mademoiselle Jocelyne de Rech. Lors de vos visites à la santé, est-ce que vous aviez ressenti qu'il essaierait un jour de s'évader? J'ai jamais senti qu'il essaierait un jour de s'évader. Je pense que ce projet doit obligatoirement germer dans l'esprit de ces individus qui sont détenus tels qu'ils le sont dans ces quartiers de très haute sécurité. Ils vivent 23 heures sur 24 dans une cellule qui n'est ma foi pas très grande.
Ils ont 1 heure de promenade dans la journée. Pour tout ciel, ils ont un espèce de grillage, et c'est à travers ce grillage qu'ils peuvent percevoir les rayons de soleil quand il y en a. Par conséquent, que cet esprit, que ce projet puisse germer alors qu'ils n'ont aucune espérance à l'intérieur de ces 4 murs, ça me paraît plausible. C'est d'autant plus plausible que les autorités de la prison eux-mêmes renforcent la sécurité en ce qui les concerne. Par conséquent, tout le monde sait en ce qui concerne Jacques Mesrine qu'à ce point de vue, c'est un individu dangereux. Alors bien sûr, la question numéro 1 est de savoir si Mesrine a bénéficié ou non de complicité. Dans la rue, apparemment personne, puisque Denise Brouwer vous l'a dit, les 2 gangsters s'en sont pris à un automobiliste de passage. Mais peut-être les éventuels complices se sont-ils enfuis en voyant que les événements tournaient mal. Deuxième question, la plus grave, les complicités intérieures. Comment l'homme a-t-il bien pu se procurer 3 pistolets? L'avocate peut-elle être soupçonnée? Eh bien, écoutons pour cela le récit de l'adjoint du procureur de la République chargé de l'enquête. Je ne soupçonne absolument pas l'avocate directement de quelque complicité que ce soit, mais comme elle se trouvait en compagnie de Mesrine au moment où celui-ci a sorti les armes, il est bon qu'elle soit entendue comme témoin pour fournir des renseignements sur les circonstances de ce fait, et je sais qu'elle est actuellement entendue, ce qui fait que je ne peux rien vous dire du contenu de sa déclaration, car je ne le connais pas encore. Quelles précautions étaient prises à la santé pour surveiller Mesrine, réputé comme un être dangereux? Mesrine et un certain nombre de ses codétenus considérés comme extrêmement dangereux par leurs antécédents, par les menaces qu'ils ont prononcées jusqu'à maintenant à l'égard de nombreuses personnes, étaient détenus dans un quartier spécial de la prison de la Santé, comme il en existe d'autres, le quartier de plus grande sécurité. Ce quartier paraissait jusqu'à maintenant donner toute garantie. Alors je vous confirme ce que je vous disais au début de ce journal, l'avocate, Maître Giletti, a été placée en garde à vue. Mais il est bien évident qu'à l'heure qu'il est, on ne peut rien en déduire. Pensez bien que la réaction des autorités judiciaires a été très vive. Il y a eu une faute quelque part et le garde des Sceaux, Alain Peyrefitte, ne semble pas du tout décidé à passer l'éponge. Simplement, je peux vous dire que je trouve cette affaire extrêmement grave. Il me semble au premier abord que cette évasion n'ait pu avoir lieu qu'avec des complicités et je suis naturellement décidé à tirer toutes les conséquences des conclusions qu'apportera l'information. Il est évident qu'il y aura des conséquences administratives à tirer de tout cela. Il est évident aussi que cette évasion montre qu'il y a des hommes qui ne sont pas prêts à la réinsertion sociale et qui ne pensent qu'au meurtre, au vol et à l'évasion une fois qu'ils ont été condamnés en prison. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'une catégorie de gens extraordinairement dangereux et devant lesquels l'indulgence n'a pas cours. Alors il nous reste maintenant à savoir quel est l'homme qui est maintenant en liberté. Ce que l'on sait de lui est à vrai dire assez inquiétant. Il a tout de même signé des mémoires qui portent le titre de L'instinct de mort, il y a 1 an. Et puis il a déjà un casier judiciaire assez chargé. Jacques Mesrine a 42 ans, c'est un homme de taille au-dessus de la moyenne, large, donnant une impression de puissance, de force et aussi d'entêtement. Et aussi de charme lorsqu'il veut s'en donner la peine et sortir de cette image de dur d'entre les durs, dont il est peut-être d'ailleurs prisonnier. Une famille bourgeoise, une éducation scolaire complète qui se termine par des études d'architecture. Mesrine est un homme étrange qui aime se raconter, il l'a fait dans son livre, qui est en même temps une sorte de défi puisqu'il a avoué des crimes qu'on ne lui connaissait pas et en même temps une sorte d'appel pour qu'on reconnaisse son véritable caractère et ses véritables motifs. Cet homme, intelligent, rusé, prêt parfois à se sacrifier pour respecter des règles traditionnelles du milieu, peut être aussi violent, cassant, en colère, nul ne l'arrête. Il n'a rien, je crois, du tueur sadique et paranoïa. Mesrine s'est vanté de ne jamais risquer de blesser femme ou enfant. En revanche, il est prêt à tirer de sang-froid sur tout ce qui représente l'ordre, les règles établies d'une société dans laquelle il ne s'est jamais intégré. Mesrine n'avait qu'une idée en tête, depuis sa condamnation à 20 ans de prison il y a 1 an, en mai 1977, s'évader, mais il sera peut-être sans doute repris un jour parce qu'il va lui être impossible de ne pas parler, de ne pas s'expliquer, en sorte de ne pas justifier sa légende d'ennemi public numéro 1.
puis sachez aussi pour terminer que le compagnon de cavale de Mesrine, François Besse, en est lui à sa 4e évasion en 7 ans. Deuxième gros sujet de l'actualité, la journée sociale, qui a été importante, car en quelques heures, François Sérac, le président du CNPF, a rencontré André Bergeron pour Force ouvrière et Georges Segui pour la CGT. Et là, il s'agit, sinon d'une grande première, en tout cas, d'un événement assez rare dans les annales de la concertation sociale. C'est dans la morosité que se sont terminés aujourd'hui l'essentiel des entretiens entre le patronat et les syndicats. Une seule décision concrète jusqu'à présent, l'organisation prochaine d'une réunion au sommet sur les problèmes de l'aménagement du temps de travail. Le reste, c'est-à-dire les salaires, sera négocié dans les branches professionnelles. Une négociation qui ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Les négociations seront sans aucun doute pas faciles. Quelle est la marge de manœuvre exacte des employeurs? On ne nous l'a pas dit. Mais si je considère la situation dans son ensemble, il va de soi que la marge sera probablement étroite, il faut le dire. Mais enfin, nos fédérations iront à ces négociations, comme d'habitude, avec la volonté d'aboutir à des accords. Mais ces accords ne sont possibles que dans la mesure où les propositions patronales seront acceptables. Nous ne signerons pas n'importe quoi, ça va de soi. Venu sans illusion, ainsi qu'il tenait à le préciser, M. Georges Segui rappelait qu'il était prêt à signer des compromis acceptables. Mais c'est surtout dans la combativité des salariés qu'il plaçait ses espoirs. Nous avons donc trouvé une grande similitude entre les termes restrictifs de la lettre du Premier ministre et les propos que nous ont tenus les représentants du CNPF. Il semble bien que de part et d'autre, c'est la nécessité de poursuivre une politique d'austérité compte tenu de la crise qui continue et de ne voir qu'au-dessus de tout que l'intérêt des entreprises privées. Il va sans dire que nos représentants seront présents partout où tous les problèmes qui concernent les travailleurs seront discutés, mais ils n'y seront pas pour s'extasier devant la volubilité des patrons et des gouvernants, ils y seront pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Nous l'avons dit dès le départ, nous souhaitons être efficaces. Et être efficace, cela veut dire situer les problèmes là où ils peuvent avoir une solution. Nous pensons qu'il y a tout intérêt pour être efficace à placer les problèmes au niveau des branches professionnelles. C'est ce que nous avons d'ailleurs discuté avec les confédérations qui sont succédées au patronat depuis 8 jours. Je dois dire que, d'ailleurs, à ce niveau-là, nous avons trouvé des réactions qui s'harmonisaient assez bien avec les nôtres. Une semaine décisive pour les salariés du groupe Terrain, ce groupe de réparation navale qui boitait depuis quelque temps et dont les différentes sociétés ont été mises en règlement judiciaire. Les syndicats semblent s'opposer à un éclatement du groupe. Il ne reste plus qu'un ballon d'oxygène que pourrait apporter Akramogé, qui étudie toujours une possible prise de participation dans l'affaire. Ce conflit n'est pas le seul. Il y a depuis quelques semaines une certaine agitation sociale dans d'autres entreprises, mais surtout beaucoup d'inquiétudes dans des secteurs menacés. Les chiffres de l'emploi qui seront connus dans quelques jours ne devraient pas être bons. Beaucoup d'entreprises, comme l'affaire Boussac par exemple, vont faire de la chirurgie à chaud. Et puis on assiste à un phénomène plutôt nouveau, la multiplication de ce que l'on appelle les conflits longs, et qui trouve ici son illustration. Il y a 25 mois ici, l'entreprise Réau soudainement a fermé ses portes. Et sur les chaînes de montage, reste encore quelques chaussures non terminées. Les 650 salariés de l'entreprise ont refusé cette situation. Ils ont occupé les locaux et maintenu leur outil de travail en état de marche. Alors, Eugène Simon, pourquoi cet acharnement à occuper cette usine? Parce que depuis 25 mois, il n'existe aucune autre solution sur le pays Fougeray. Les travailleurs de cette entreprise ont donc recherché un emploi, n'en ont pas trouvé. Il en reste encore 350 qui sont encore inscrits aux ACEDIC. Et donc le fait d'occuper cette entreprise, c'est pour permettre et le redémarrage industriel, de faire en sorte que les pouvoirs publics recherchent une solution à ce problème, et puis aussi de conserver cet outil de travail. Est-ce que les machines sont prêtes à redémarrer du jour au lendemain? Ah oui, ils sont bien entretenus. D'ailleurs, celle-ci fonctionne, vous allez voir. Comme vous voyez, c'est bien conservé. Mais il y a bien peu de chances que cette surpiqueuse redémarre un jour, car la crise de la chaussure qui avait conduit cette entreprise à déposer son bilan est toujours aussi actuelle. Et pour les 400 ouvriers qui restent sans emploi, c'est seulement d'une reconversion industrielle que peut venir l'espoir. Plusieurs possibilités ont déjà été étudiées,
sans qu'aucune solution depuis 2 ans ne soit trouvée. Alors, l'attente continue dans des conditions de vie particulièrement difficiles. Pour combler cette attente et arrondir les maigres fins de mois, un petit atelier de production sauvage a été installé. Avec les vieux stocks de cuir, on fabrique des sacs qui sont vendus lors des meetings syndicaux. On a l'impression d'être abandonné, de rester pour compte. Prendre mon pot. Oui, je t'en prie. C'est lourd. C'est très lourd et très fatigant pour tout le monde, hein. Pour les nerfs, pour tout. Bah, si encore il y avait une solution, je ne sais rien. Vous pensez qu'on arrivera à trouver une solution? J'espère. C'est pour ça qu'on lutte d'ailleurs. Sans quoi on ne lutterait pas, hein. On lutte surtout pour les jeunes. Moi j'ai 58 ans, voyez-vous. Alors moi j'espérais toujours qu'il y aurait un démarrage industriel dans cette usine. Alors j'avais l'espoir d'être prise, quoi. Maintenant, si on nous donne pas, si on ne veut pas nous employer, au moins qu'on nous donne la pré-retraite aux personnes qu'on a 58 ans. Je n'ai pas le droit de faire le stage non plus parce qu'on me trouve trop âgé. Alors il faudrait qu'on fasse quelque chose quand même. Combien sont-ils en France à occuper ainsi des usines dans l'attente d'un redémarrage industriel? Plusieurs dizaines de milliers à coup sûr. 50 000 selon la CFDT. Ils sont pour l'essentiel bien sûr dans les secteurs les plus menacés, le textile, l'imprimerie, la construction navale ou la chaussure. Mais aussi dans la chimie, l'électronique ou la machine-outil. Autant de capitaux immobilisés, de machines inutilisées et de forces de travail gaspillées. Un problème urgent pour le nouveau gouvernement. 4 attentats à l'explosif la nuit dernière dans la Corse du Sud. Les attentats ne sont pas signés. Ces manifestants qui défilent dans le nord, derrière Calico et banderoles, sont des producteurs de lait mécontents. Ils réclament une juste fixation du prix du lait. Un peu plus loin, à la frontière franco-belge, d'autres manifestations ont pour origine les conditions de l'importation de la viande de porc en France. 2 sujets qui seront abordés et qui sont abordés depuis le début de l'après-midi par les ministres de l'Agriculture des 9 réunis à Bruxelles pour prendre une décision sur les montants compensatoires. Enlèvement d'un Français à Djibouti, c'est vraisemblablement l'œuvre du Front de Libération qui par 3 fois déjà s'en est pris à des Français depuis l'indépendance du territoire des Afars et des Issa. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un coopérant mais d'un fonctionnaire des travaux publics détaché auprès du gouvernement djiboutien, M. Bouko. Toujours à l'étranger, les entretiens Begin-Carter à Washington ne semblent pas avoir apaisé le conflit qui oppose Tel Aviv au gouvernement américain. Le Premier ministre israélien a lancé hier un nouvel appel au président Sadat pour une reprise des négociations, mais n'a fait aucune proposition nouvelle. Et puis sur le terrain, au sud Liban, un élément nouveau, un retrait partiel des casques bleus. Retrait partiel sans doute, mais important puisqu'il concerne notamment la région de Tyr, considérée comme une position intenable à la suite des affrontements de ces derniers jours. Le contingent français de l'ONU s'était installé à Tyr le 24 mars dernier, avec pour mission d'occuper les positions tenues par les Israéliens avant le cessez-le-feu. Le retrait des casques bleus français revêt une grande importance car c'est par le port de Tyr que transite l'armement lourd destiné aux Fédayines. Le calme semble revenu en Afghanistan après le coup d'État du 27 avril dernier. Le nouveau numéro 1 afghan, Mohamed Taraki, chef du Conseil révolutionnaire et Premier ministre, dont vous voyez ici les premières images, M. Taraki a défini les orientations du nouveau régime de Kaboul. Il se présente comme un homme modéré et rassurant et a annoncé qu'il suivrait une politique de non-alignement. Il s'est par ailleurs défendu de vouloir faire de son pays un satellite de l'Union soviétique. En Italie, toujours aucune nouvelle quant au sort d'Aldo Moro. Ce matin, un médecin a été une nouvelle fois victime d'un attentat. Il s'agit du docteur Fava, qui a été blessé aux jambes par un commando de 3 hommes. D'après les premiers témoignages, les 3 agresseurs du docteur Fava seraient les mêmes que ceux qui ont blessé samedi, dans les mêmes circonstances, le médecin de la prison de Novare. Le docteur Fava est la 10e victime d'un attentat depuis l'enlèvement d'Aldo Moro, le 16 mars dernier. Des nouvelles de l'affaire Mesrine. D'abord, j'apprends que la voiture des 2 fugitifs a été retrouvée tout à l'heure dans le 15e arrondissement, à Paris. La voiture volée, bien entendu. Et puis j'apprends de sources policières que les pistolets qui ont servi à l'évasion de Mesrine étaient cachés en fait dans une gaine d'aération du parloir. Et Jacques Mesrine, qui s'entretenait à ce moment-là avec son avocate, on vous l'a dit tout à l'heure, a bondi sur une table et a atteint la trappe d'où il a extrait 3 pistolets. Je vous rappelle donc que cette avocate est toujours entendue et toujours en garde à vue. Marée noire en Grande-Bretagne, un pétrolier coupé samedi en 2 par un cargo français a laissé échapper 1000 tonnes de sa cargaison et quelques plages anglaises ont été souillées.
En France, ce sont les sapeurs-pompiers ouest-allemands qui vont venir en renfort en Bretagne Nord sur leur propre denier. 500 pompiers allemands et une cinquantaine de véhicules. Ils ont commencé aujourd'hui à arriver à Lannion pour repérer le terrain. Un procès bien parisien, vous le voyez, s'est ouvert il y a quelques heures devant la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Celui de Fernand Legros, au milieu, avec une barbe bien sûr, milliardaire excentrique et marchand de tableaux. Fernand Legros est accusé de recel et d'escroquerie. Alors c'est le procès d'une légende bien sûr, mais aussi celui de l'expertise en matière d'art. Et dès que l'on interroge les spécialistes, on se rend bien compte du flou de la frontière entre le vrai et le faux. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette situation qu'un tableau faux puisse devenir un vrai, reconnu comme tel par tout le monde? Bien, au départ, le tableau est vrai. Il ne devient faux que lorsqu'on s'aperçoit qu'il l'est. Comment? Alors là, il y a 36 façons de s'en rendre compte. Et à certains moments, intervient l'expert, qui est lui à qui on remet le tableau. Comment est-ce qu'on devient un expert en peinture? Bien, on devient en principe un expert en peinture à suite de connaissances acquises. Mais je pense qu'il n'y a pas, comme il n'y a pas de règlement de l'expertise et de l'expert, il est regrettable qu'être expert un peu qui veut. Alors c'est un peu la foire d'empoigne au fond? Ah non. Non, ce n'est pas la foire d'empoigne, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des mauvais experts, il y a des bons experts, experts qui se trompent de bonne foi, et puis d'autres, la majorité qui ne se trompent pas. Vous avez à côté de vous un certain nombre de tableaux, je crois, un Corot, ou un faux Corot, je ne sais, oui. et à côté de vous, encore un peu plus loin, là, un Holbein ou un faux Holbein. Alors, comment est-ce qu'on a su que ces deux tableaux étaient en fait très... Vous savez, ce Corot, il ne faut pas être très fort pour se rendre compte qu'il n'est pas authentique. Je ne veux pas vous faire la démonstration, mais enfin, on voit très bien, c'est complètement bouché, ça n'a rien de Corot, si ce n'est le personnage et les arbres. Vous parlez de Holbein, c'est un tableau en effet d'un peintre allemand de cette époque, qui voudrait être de cette époque. Et en réalité, c'est un papier qui est collé sur un panneau. Enfin, n'importe qui pourrait s'en rendre compte. Non, ben oui, mais détrompez-vous, c'est que ce tableau a été montré, on a fait une expérience, a été montré à un marchand. Et il y a marchand et marchand, comme il y a expert et expert. Et ce marchand voulait l'acheter pour 1 million d'anciens francs. C'est pas cher pour un Holbein, mais c'est tout de même trop cher pour un faux. Sport maintenant, avec dans quelques minutes, vous le savez, les matchs retour de la demi-finale de la Coupe de France de football, Nancy-Sochaux et Monaco-Nice. En cyclisme, Bernard Hinault est toujours en tête du Tour d'Espagne. L'étape d'aujourd'hui a été gagnée par l'Italien Macali. Et puis en Italie, la première étape du Giro a été remportée par le Belge Van Linden. Puis je crois qu'il faut nous attarder encore quelques minutes sur la très belle victoire de Patrick Depailler en automobile. Il a empoché hier le Grand Prix de Monaco. Circuit difficile, vous le voyez, et la victoire est convoitée, je crois, par les plus grands. Nous suivons ici Jackie Stewart, qui ne participait pas à la course, mais qui s'entraînait pour les besoins d'un film. Depailler courait après le succès depuis 1972, mais quelle revanche en prenant la tête du championnat du monde des conducteurs. Après 5 Grands Prix, il a accompli un exploit qu'aucun Français n'avait réussi depuis 23 ans. Gérard Mérigot l'a rencontré. Je suis très content d'avoir gagné Monaco, parce que gagner Monaco, c'est merveilleux. Je pense que c'est tout ce que t'attendent les pilotes de Formule 1. Et gagner son premier Grand Prix à Monaco, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que c'est le plus prestigieux, certainement. C'est un circuit dans la ville. C'est fini, je ne suis plus pour l'Idor. Ça a mis du temps. Enfin, de toute façon, je savais que ça ne pouvait pas durer. Parce que la malchance ne s'acharne pas perpétuellement sur le même homme. Et là, finalement, ça a changé. Psychologiquement, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'échec une dynamique comme dans la victoire? Je pense pas, parce que ça fait 15 ans que je cours, j'ai pas toujours gagné. J'ai même eu des passages très difficiles. Et je n'ai jamais été autant motivé que je suis de plus en plus motivé depuis que je cours. La meilleure preuve est que Ken Tyrrell m'a pris comme premier pilote dans son équipe, alors que je n'avais jamais gagné de Grand Prix, ce qui n'est pas son habitude. On ne prend pas un premier pilote qui ne peut pas gagner et qui n'a jamais gagné s'il ne peut pas gagner. Finalement, je savais que j'allais gagner, Ken Tyrrell le savait, il y avait beaucoup d'autres personnes qui le savaient, mes sponsors, croyez-le bien. Il y a deux grandes premières. C'est arrivé. Il y a 2 grandes premières aujourd'hui. Vous gagnez Monaco et vous êtes en tête du championnat du monde. Oui, je crois qu'il n'y a pas de Français qui se soit porté une fois en tête du championnat du monde. J'ai failli il y a 2 ans avec la Sirou. Je suis passé près, mais
là, cette fois-ci, ça y est. Cette année, vous serez champion du monde. Je ne sais pas si je serai champion du monde, mais je peux vous garantir que Ken Tyrrell et moi-même, nous allons nous occuper du problème, sérieusement. En vous rappelant que c'était aujourd'hui le jour anniversaire de l'armistice de 1945, et ce n'est pas parce que ce n'est pas un jour férié qu'il faut le passer sous silence, eh bien je voudrais saluer la naissance d'un nouveau confrère, l'Histoire. Le voici, c'est une revue qui traitera, comme son nom l'indique, de grands sujets historiques. Avant de vous quitter, rêvons un peu en compagnie de Georges Leclerc, qui depuis ce soir sait que Boeing, le grand constructeur américain d'avions, a décidé de se lancer dans la fabrication des satellites, destinés à renvoyer sur Terre l'énergie solaire. Cet oiseau gigantesque de fer et de feu, c'est le projet de Boeing pour capter l'énergie solaire au-dessus des nuages, là où le soleil brille toujours, où la nuit n'existe pas. 4 miroirs de plus de 5 km de large concentrent les rayons du soleil sur une chaudière en un torrent d'énergie équivalent à 10 énormes centrales nucléaires. Cette antenne transmet alors sous forme de micro-ondes les milliards de kilowatts vers la Terre, où une autre antenne recueille l'énergie sous forme électrique. 270 km² de dimension. La construction de ces satellites va demander des années et un matériel considérable. 100 000 tonnes devront être acheminées en orbite. Des milliers d'astronautes feront sans arrêt le trajet Terre-Espace pour construire, rifter, assembler les différentes parties. Des télémanipulateurs spéciaux sont étudiés pour travailler dans l'espace. Ils sont à 1 place ou à 3 places. Depuis la Terre, le transport est effectué par un avion-navette spécial. Un rêve, ce projet? Peut-être. Peut-être pas, car le Congrès américain lui donne déjà des millions de dollars. L'inconnu, c'est la date de lancement de ces satellites solaires. 15 ans ou un siècle. La certitude, c'est le prix très élevé. L'espoir, c'est la fin définitive de la crise de l'énergie, si ça marche. Bien la météo précisément, demain le temps médiocre persistera, il pleuvra de l'Alsace au nord des Alpes et de la Bretagne aux Pyrénées. Dans le cours de la journée, les pluies s'atténueront et des éclaircies apparaîtront notamment sur les régions méditerranéennes. Peu de changements en ce qui concerne les températures. Aux environs de 23 h, c'est Gérard Holtz qui vous présentera le dernier journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de nos programmes. Bonsoir à tous et à demain.